Au sud-est de la République du Tchad vivent les Mousseïs. Les rituels qui marquent la vie quotidienne de cette population se caractérisent par le rôle qu'y tiennent les Foulinas. Ce terme désigne à la fois les génies qui peuplent l'univers des Mousseïs et les gens qui en sont possédés. Les possédés sont organisés en collèges sous l'autorité d'un chef qui les rassemble de façon temporaire pour participer à différentes cérémonies. Ces collèges ont une fonction cathartique. Ils permettent à des individus malades ou mal adaptés de s'intégrer dans un groupement reconnu par la société. Pour être admis à en faire partie, le candidat doit avoir subi des expériences sortant de l'ordinaire. Troubles physiques ou mentaux, accidents, visions ou rêves. Il en attribue l'origine à une puissance extraterrestre dont il ne peut préciser la nature. À l'issue de crises répétées, il se rend chez un chef de possédé, entre en transe et, avec son aide, finit par nommer l'esprit qui le possède. Il remet une offrande à son initiateur qui accomplit les sacrifices nécessaires, lui rase les cheveux, le marque d'ocre rouge et l'intègre dans le collège dont il est le chef. Il connaît désormais la puissance qui lui veut du mal et saura l'apaiser avec des sacrifices. Le Foulina vit avec lui en bonne intelligence. Il lui a indiqué les interdits qu'il doit respecter, le costume, les armes et les bijoux qu'il veut le voir porter en son nom, et les démonstrations auxquelles il doit se livrer lorsqu'il s'incarne en lui. Le génie de la mort, Foul Matna, a une préférence pour les colliers de perles rouges. Celui de la création, Foul Lona, pour les perles bleues et blanches. La composition des colliers varie selon les esprits possesseurs. Entre les perles, on intercale des fragments de racines, d'os et de cornes provenant des animaux sacrifiés. Le Foulina, émanation d'un caporal de l'armée ex-coloniale, exige que l'on porte un képi et que l'on parle français. Les possédés ont le privilège de se moquer d'autrui et de se comporter comme des gloutons. Tout en menant une vie familiale, ils participent aux réunions de leur association, au cours desquelles ils ont leurs crises de façon plus régulière et moins violente qu'auparavant. Ils consacrent leur imagination exacerbée à composer des chants et des danses. Jouissant d'une certaine liberté, ils introduisent dans leur comportement et dans leur création des éléments étrangers à la vie courante, en puisant soit dans la mythologie traditionnelle, soit dans le monde moderne, voisin mais presque aussi inaccessible. La gamme des esprits possesseurs, des Foulina, est très vaste. Elle englobe aussi bien Masta, la terre nourricière, et Mununta, le génie de l'eau, que l'avion commercial qui survole la région, ou tel fonctionnaire connu pour sa sévérité. Les possédés donnent des consultations. Ils agissent comme intermédiaires entre leurs Foulina et les gens du commun. Ils peuvent montrer comment apaiser l'esprit qui s'incarne en eux, ou comment libérer sa puissance pour faire mourir un ennemi. Ils doivent obéissance au chef du collège auquel ils appartiennent, et lui remettent une partie des offrandes qu'ils ont pu recevoir. En plus des réunions qui leur sont propres, les Foulina prêtent leur concours à certains rituels accomplis par le prêtre de la terre, car ils ont la propriété de rendre présentes et d'attirer sur les sacrifices les puissances qui les ont envoûtés.
Les trompes qu'ils utilisent font retentir la voix des esprits. Le chef de terre du village de Djarao organise un sacrifice en l'honneur de la terre nourricière et de l'ancêtre fondateur Mugudugu. De bon matin, il a fait une offrande, son rôle est terminé. Ce sont les Fulina, possédés par l'esprit de Mugudugu et du serpent Python, son ami, qui jouent le rôle spectaculaire. Les paysans affluent de toutes parts. Tous ceux qui ont offensé l'ancêtre Mugudugu ou lui ont demandé un service doivent comparaître sous peine de mourir dans l'année. Selon la gravité de l'offense et selon l'importance du service demandé, ils apportent en offrande du mil, des poulets ou des cabris. Couverts d'argile rouge pour montrer leur puissance, les possédés siègent en tribunal dans l'enclos du chef de terre. On les craint car ils peuvent faire mourir à distance. Il y a des cas bénins. Certains ont vu l'ancêtre apparaître dans leur sommeil. Ils ont rêvé qu'il les avait tués en brousse, ou bien encore le devin leur a appris que Mugudugu leur a dérobé leur âme. L'offrande à la main, ils viennent la rechercher. Certains veulent se venger. Ils demandent au collège de lancer l'esprit de Mugudugu sur le bétail ou sur la famille de leur ennemi afin qu'il meure. Les possédés écoutent le plaignant, acceptent ou refusent ses offrandes. Ils marquent le consultant au front et à l'épaule avec de l'ocre rouge, puis lui donnent de l'eau à boire pour que, littéralement, il refroidisse son corps échauffé par la haine et qu'il aille en paix. Une femme est venue avec un enfant. L'une des épouses de son mari a fait dérober par Mugudugu l'âme du bébé qui risque d'en mourir. On promène un poulet autour de sa tête, on le marque d'argile. L'envoûtement est annulé. Le principe vital de l'enfant réintègre son corps. En 3 jours, plus de 300 consultants vont se présenter devant l'aréopage. Un Fulina, elle, les possédait depuis l'extérieur de l'enclos. Ces derniers abandonnent les plaignants et vont à sa rencontre. L'homme est habité par un esprit si dangereux qu'on ne peut le faire entrer dans l'enclos car il risquerait de tuer les esprits des autres possédés. Le jeune homme se plaint. Écoutez, vous, les grands Fulina, je suis moi aussi un Fulina sur cette terre, et je ne me vante pas. Un homme a prononcé de mauvaises paroles sur moi, et vous m'avez écarté de votre réunion. Vous avez vos torts. Lorsqu'un homme vous apporte une offrande, vous l'acceptez, et le laissez tout de même mourir, c'est mal. Que vous laissiez mourir les étrangers, c'est bien, mais les gens du lignage, c'est mal. On apaise le visiteur et l'on revient dans l'enclos. Le sacrificateur égorge un poulet en l'honneur de la terre et de l'ancêtre Mugudugu. Les possédés exhortent le poulet à tomber sur le côté approprié au génie, le côté gauche, ce qui prouve que l'offrande est acceptée. Puis c'est le tour d'un second poulet. On en égorge 7 en tout. Plus de 50 poulets et de 30 chèvres ont été apportés en offrande. On tuera 7 cabris. Le reste des offrandes, partagées entre les possédés et le chef de terre, servira à alimenter de nouveaux sacrifices. Afin que Mugudugu reconnaisse les animaux qui lui sont destinés, on égorge les chèvres en les piquant au sternum. Ce sont les neveux maternels qui font office de sacrificateurs et de bouchers. Ils possèdent une fonction rituelle essentielle.
le neveu accomplit pour son oncle les actions qui sont considérées comme impures et dangereuses sur le plan rituel. Il reçoit en cadeau certains morceaux des animaux sacrifiés et les objets qui, d'une façon quelconque, ont été souillés. Le débitage de la viande s'effectue avec soin. Si la viande est salie accidentellement par le contenu de l'intestin, elle devient la propriété du neveu. Mais ce dernier est tenu de remplacer à son oncle l'animal qu'il a contribué à souiller. Le chef de terre verse de la bière de mil sur le sol pour la terre nourricière. Il s'arrête au pied du piquet de la porte d'entrée auquel sont accrochés les trophées de phacochères tués par les chasseurs du village et qui sont l'insigne de sa dignité. Demain ouvre la pêche de la rivière où vit le serpent, ami de l'ancêtre fondateur du village. On consulte le devin afin de savoir quel sacrifice lui offrir pour le disposer favorablement. Le devin pose sur le sol les graines de l'arbre Garira qui constitue la spirale divinatoire. La plupart des catégories et des puissances auxquelles la société accorde de l'importance sont représentées dans le système. Elles sont matérialisées sur le sol par une ou deux graines selon le résultat du comptage auquel se livre le devin. Une issue est ménagée dans le cercle pour permettre au génie de la divination de venir s'incarner dans l'officiant. Celui-ci énumère les signes et observe la façon dont ils se combinent. Voici le soleil de demain et la nouvelle qu'il apporte. Voici la mort, voici sa tête, sa bouche, ses mains, son javelot. Il donne son diagnostic. Il annonce le type de sacrifice que l'on doit accomplir pour que la pêche soit fructueuse et pour que les clans rivaux qui vont pêcher ensemble évitent de se battre. Les pêcheurs du clan de Gaïa et ceux de Jarao arrivent chacun de leur côté. Les possédés de Mugudugu et le sacrificateur, qui représentent le clan propriétaire de la rivière, sont sur place pour éviter les accidents. Le sacrificateur appelle le nom des ancêtres, interdit aux pêcheurs de tuer le serpent protecteur du clan, menace de mort ceux qui tenteraient de lui refuser du poisson en tribu. C'est la ruée générale. Chacun s'efforce de venir se placer au premier rang des pêcheurs. Il est fréquent que des disputes éclatent et viennent réveiller une inimitié qui remonte à l'installation des ancêtres Gaïa et Jarao. Jarao avait deux fils. Un jour que le cadet se promenait au bord du Marigot en compagnie d'un enfant du clan de Gaïa, un serpent sortit de l'eau et tua ce dernier. Les parents du défunt accusèrent le cadet et l'attachèrent au cadavre de sa victime présumée. Le fils aîné de Jarao, Mugudugu, qui passait par là, trouva son cadet en fâcheuse posture. Il s'approcha de l'eau, puis, s'adressant à la rivière, il s'écria « Ô toi, puissance qui a tué l'ami de mon frère, sors de l'eau !» Il en sortit un serpent python qui introduisit sa queue dans les orifices du corps du défunt et le ressuscita. Les deux frères purent retourner en paix chez leur père et eurent beaucoup de descendants. Depuis, les gens de Jarao se méfient de ceux de Gaïa et respectent le python. Ce dernier, ainsi que Mugudugu, l'ancêtre, sont devenus des foulinas puissants et dangereux qui hantent le Marigot où l'on pêche aujourd'hui.
Les pêcheurs parviennent au barrage qui marque la limite du biais appartenant aux descendants de Mugudugu. L'un des possédés donne un ordre. Il rebrousse chemin. Revenus à leur point de départ, ils remettent leur tribut au sacrificateur. Celui-ci remercie l'ancêtre, le python et le génie de l'eau. Puis il se jette dans la rivière pour se purifier. Il tient à la main un poisson qu'il abandonne dans l'eau en offrande. Le sacrificateur et les possédés ont adopté un chemin de retour distinct de celui des pêcheurs. Parvenus à l'enclos du chef de terre, ils sont accueillis chaleureusement par le reste du collège. En vue de ripailles nocturnes, on partage le poisson entre les possédés et le chef de terre. Celui-ci a le crâne rasé, on lui a coupé les cheveux avant le début de la pêche. Ce rite a pour but de favoriser les pluies et annonce l'approche de la saison des cultures. Le lendemain, les consultants continuent à se succéder. Les affaires sont plus graves. Les plaignants demandent la mort pour un frère ou un ami qui a séduit leur épouse, leur a volé un cheval ou dérobé le principe vital d'un de leurs enfants. Ils demandent aux possédés de libérer la puissance de Mugudugu sur leur ennemi, ce qui ne va pas sans danger pour eux-mêmes, car si la plainte d'un consultant est injustifiée, c'est sur lui que risque de retomber la colère de Mugudugu. Un visiteur veut se venger d'un parent. Celui-ci, non content de séduire son épouse, a appelé Mununta, le génie de l'eau, sur lui le mari, afin qu'il meure au moment de la récolte du riz. Il faut que sa femme avoue ses torts, jette sa bouche, comme on dit. Il faut qu'on la purifie avec l'ocre rouge et l'eau lustrale. Il faut que l'on fasse mourir le séducteur. Les possédés acceptent l'offrande du plaignant
Ils emportent un coq en brousse et le tuent en appelant le nom du coupable. Celui-ci, ou l'un de ses proches parents, mourra immanquablement dans l'année. Les Foulinas pratiquent des envoûtements qui peuvent entraîner la mort. Il en résulte que toute mort inopinée est suspecte d'être causée par des pratiques magiques et appelle la vengeance sur leur instigateur. Les vendettas ensanglantaient le pays Moussaï il y a 50 ans. Elles subsistent encore de nos jours. Un homme jeune vient de mourir subitement. Son décès est suspect. Les voisins affluent, les plus âgés ont accompli la toilette du corps et pratiqué une brèche dans la haie qui entoure l'enclos. Pour éviter que l'esprit du mort ne retrouve le chemin de la case et vienne tourmenter les vivants, c'est par cette brèche qu'on le fera sortir. L'influence maléfique du défunt, on pourrait dire sa présence, subsistera longtemps après le décès. C'est ce que l'on appelle le ndagara. La plupart des rituels funéraires ont pour but de l'apaiser et de l'éloigner du monde des vivants. Le cadavre est déposé sur la place du village, où il restera jusqu'au lendemain, exposé à la douleur des parents et des voisins. On pratique une brèche dans le grenier du mort et l'on fait tomber quelques épis à terre pour que son âme ne contamine pas la récolte. Les pleureurs se groupent autour du mort. Ils ont à la main une calebasse remplie de graines, de chakaya ora, dont ils scandent leur vocalise. Le frère cadet du mort conduit le deuil. Il est dans une situation difficile. On le soupçonne d'avoir fait envoûter son aîné pour hériter de son épouse. Le cadavre est enveloppé d'un linceul, la tête masquée par 2 calebasses. Il repose sur la natte qu'il utilisait de son vivant. On prépare l'estrade où sera exposé le mort. Elle est fabriquée avec les morceaux de son ancien lit. La veuve du défunt a quitté ses bijoux, elle porte un costume spécial. On lui a attaché autour du cou le pagne que portait son mari quand il a rendu le dernier soupir. Comme tous les proches parents, elle est maculée de cendres et d'argile blanche. Les funérailles fournissent à chacun l'occasion de déployer publiquement ses talents de pleureur. Les hommes de qualité ont tous une devise, la Torah. C'est un indicatif sifflé et chanté par lequel ils s'annoncent en public lorsqu'ils participent à une fête agraire, une chasse collective ou un enterrement. Je suis Taouna, celui qui tue les antilopes cheval en brousse. Puis ils font l'éloge du défunt et émettent des hypothèses sur la cause de son décès. Taisez-vous, écoutez-moi. Warna était un homme de bien, un vrai descendant de Gaïa. Il est mort trop jeune. À la dernière saison sèche encore, il allait en paix, et maintenant il est mort. Lona, le dieu créateur, est méchant. Est-ce la maladie qui l'a tué? Est-ce un envoûtement? De toute façon, il faut régler cette question sans vengeance. Les temps ont changé, il ne faut plus nous entredéchirer. Ma bouche a terminé, j'ai dit. Les sœurs du mort, mariées dans d'autres villages, viennent d'arriver. Elles pleurent leur frère et entourent sa veuve. Elles l'empêcheront de dormir pour éviter que l'esprit du mari défunt ne vienne la posséder dans son sommeil et l'entraîner dans la mort. On pleure toute la nuit sans rien manger. Le lendemain matin, le frère cadet du mort bat le tambour. Il s'est maculé d'argile.
creuse la tombe. Les fossoyeurs sont des anciens du village suffisamment âgés pour ne plus avoir d'enfants, car la manipulation du cadavre peut provoquer la stérilité. Le débat sur la cause du décès reprend. Certains accusent le cadet. Voilà, on dit que tu as acheté un médicament pour faire mourir ton frère aîné, et il est mort. On dit que tu as consulté les gens qui sont possédés par les foulinas, et il est mort. D'autres, les proches parents, concluent à une mort naturelle. Non, écoutez, c'est le Dieu créateur qui a repris Warna. Son frère ne l'a pas tué, il l'a seulement trouvé mort dans sa case. C'est la hernie, c'est la maladie dont il souffrait qui a tué Warna. On conclut à une mort naturelle, ce qui va permettre de poursuivre les funérailles et dans quelque temps de partager l'héritage. Même si le cadet est responsable du décès, il jouit de l'immunité. Aucune sanction matérielle ne peut intervenir contre un parent de même sang. Dans la paroi de la fosse, on a aménagé une niche dans laquelle reposera le corps, la tête tournée vers l'ouest. Le creusement de la fosse s'achève. On la recouvre d'une nappe, car la veuve du mort et ses sœurs ne peuvent voir le trou de peur d'être contaminées et de mourir à leur tour. On change le linceul, maintenant souillé par le cadavre et par les mouches. Le tambour s'arrête et les femmes se roulent à terre en signe d'affliction. On dame la tombe. Les femmes de l'enclos apportent de l'eau aux fossoyeurs qui se lavent soigneusement pour chasser toute souillure. Puis l'on brisera les calebasses qui ont servi à cet effet. Toutes les calebasses qui ont touché le mort doivent être brisées. On abandonne ou disperse en brousse les objets lui ayant appartenu. Ils sont contaminés par sa présence, son ndagara, et risqueraient de tuer celui qui s'en servirait. Les visiteurs viennent se recueillir sur la tombe du mort et exaltent sa mémoire. On apporte les troncs d'arbres qui seront plantés sur la tombe définitive.
La natte et la houe, dont on s'est servi pour l'enterrement, sont abandonnées en brousse. Elles sont chargées de la présence du mort. On espère qu'un passant y touchera et emportera ainsi la puissance maléfique au loin. Pour la veuve et les proches, c'est le début d'une longue période de réclusion. La famille domestique va être démembrée lors de l'héritage, car femmes et enfants peuvent être redistribués séparément aux parents. On a rasé les cases du mort, les débris sont rassemblés sur la tombe, qui s'orne de gros piquets dont le nombre est proportionnel à son influence sociale. La veuve va progressivement voir s'estomper le ndagara, la présence du mari sur son corps. Sous la conduite d'une veuve plus âgée, elle commencera à aller en promenade, à fréquenter les marchés. Puis elle se rendra à un enterrement et s'efforcera de se frotter aux étrangers pour se débarrasser de l'esprit du défunt. Enfin, on l'emmènera en brousse et on la fera enlacer le tronc d'un arbre mort, symbole de son mari. La période de réclusion sera alors terminée, la souillure de la mort ayant quitté la veuve, un homme pourra en hériter sans danger.